Il le faisait seul dans le noir derrière des portes closes et je savais que j'avais le choix. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Vous savez, ce genre de silence qui vous donne la chair de poule. C'était comme si les murs retenaient leur souffle. Moi aussi. Je restais là, pieds nus, dans le couloir à fixer sa porte. La lumière en dessous était douce, vacillante et je n'entendais que le tic-tac de l'horloge et les battements de mon cœur. Je ne cherchais pas les ennuis. Je jure que non. Mais quand on est suffisamment seul, le silence commence à ressembler à une invitation. Il s'était enfermé dans cette pièce nuit après nuit. Pas de musique, pas de télévision, juste le noir. Au début, j'ai cru que c'était du chagrin. Je me suis dit qu'il avait juste besoin de temps, mais ça a trop duré. Et cette nuit-là, quelque chose était différent. Je n'ai pas frappé, je n'ai rien dit. Je suis juste restée plantée là, une main figée sur la poignée. J'aurais aimé pouvoir dire que je suis partie, que je me suis retournée et que j'ai fait le bon choix. Mais en vérité, je ne savais plus ce qu'était le bon choix. Car que faire quand on voit son propre vide se refléter dans le regard de quelqu'un d'autre ? Je ne cherchais pas seulement à le surveiller, je cherchais aussi quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ni l'amour, ni le désir, juste une connexion. Juste quelqu'un qui me regarde. Et c'est ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas toujours une question de désir, parfois c'est une question de non-invisibilité. Je n'avais rien prévu de tout cela. Mais quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Et une fois qu'on a franchi une telle limite, on ne peut plus prétendre être la même personne qu'avant. Si vous avez déjà été invisible chez vous, si vous êtes déjà resté devant une porte hésitant entre l'ouvrir et partir, alors peut-être comprendrez-vous ce que j'ai fait ensuite. Et il est temps que je vous le dise. J'ai 42 ans, je suis mariée. Sur le papier, tout semble aller pour le mieux. Une belle maison, une voiture correcte, un mari qui gagne bien sa vie. Mais entre ces murs, c'est creux. Mon mari, Suède, est le genre d'homme qui pense qu'arriver avec un chèque de paie est la même chose qu'arriver à un mariage. Toujours dans un avion, toujours scotché à son téléphone quand il est à la maison, nos conversations ressemblent davantage à des mises à jour d'agenda. Quelles factures sont dues ? Qu'est-ce qu'on mange quand il repart ? Ce n'était pas comme ça. Il fut un temps où je choisissais, où je voulais, mais la vie nous a usés. Ou peut-être qu'il a simplement arrêté de me voir, de me toucher comme si j'étais sa femme et que j'ai arrêté de lui demander pourquoi. Je me suis habituée au silence, au côté vide du lit, au tintement des assiettes. Puis Jay est arrivé, issu d'un précédent mariage. 20 ans, grand, mince, silencieux. Il vivait chez sa tante depuis la mort de sa mère. Soudain, un accident de voiture. L'école l'a ramené en ville et Suède lui a suggéré d'emménager pour économiser. Je n'ai pas objecté. Comment ? C'était la bonne chose à faire. Mais dès qu'il a franchi la porte, quelque chose a changé dans l'atmosphère de cette maison. Luc n'a pas beaucoup parlé. Poli, mais sur ses gardes. Il restait seul, écouteurs sur les oreilles, capuche relevée, yeux baissés. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. J'ai cuisiné ses plats préférés après avoir demandé à Suède ce qu'il aimait. J'ai laissé des mots sur le frigo, proposé de le raccompagner, mais il ne demandait jamais rien. Le dîner était le même tous les soirs. Suède levait à peine les yeux de son téléphone. Luc répondait aux questions par des réponses directes. Et moi aussi. Je souriais, essayant de faire comme si le silence n'était pas étouffant. Parfois je les regardais, père et fils, assis à la même table, à des années-lumière l'un de l'autre. Et je me demandais comment une maison pouvait être aussi pleine et immobile. J'apercevais Luc marcher dans le couloir. Il se déplaçait comme une ombre, silencieux, lourd, comme s'il portait quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque voie. Je me disais que je le comprenais, que peut-être d'une manière tordue, nous étions tous les deux en deuil. Il a perdu une mère. J'ai perdu un mariage. Il y avait des soirs où Suède partait pour un voyage d'une semaine et je ne remarquais même plus son absence. Mais la présence de Luc persistait, ni bruyante, ni évidente, juste là. Nous nous croisions dans la cuisine tard le soir, lui et son sweat à capuche, moi et mon peignoir. Il hochait la tête,
Je souriais et l'air s'épaississait juste assez pour faire quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Il commençait à faire sa lessive sans qu'on le lui demande. Il rangeait derrière lui. Il m'a même demandé si j'avais besoin d'aide pour apporter les courses une fois. C'était petit, presque rien, mais c'était plus que ce que j'avais obtenu de Suède depuis des mois. Et je détestais que cela ait de l'importance. Je détestais avoir remarqué la façon dont sa voix baissait lorsqu'il disait « merci ». La façon dont il évitait tout contact visuel mais restait dans la même pièce. Je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine, assis seul sur la véranda, le regard perdu. Je me demandais à quoi il pensait, s'il avait jamais été aussi invisible que moi. Je ne le voyais plus comme un enfant, pas après ce premier mois, pas après avoir remarqué la forme de sa mâchoire, la façon dont ses mains avaient grandi pour devenir celles d'un homme. Et je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, mais une nuit, je l'ai regardé et j'ai eu le souffle coupé. Je regardais Luc comme un enfant jusqu'à ce qu'un soir quelque chose change et je ne savais plus si c'était lui ou moi. Après cette nuit-là, après avoir réalisé que quelque chose en moi avait changé, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. J'ai continué à cuisiner, à plier le linge, à faire comme si tout était normal dans cette maison. Mais j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Luc a commencé à passer de plus en plus de temps dans sa chambre. Il sautait le dîner et verrouillait la porte. Parfois, j'entendais de faibles bruits derrière, des voix étouffées, le léger grésillement d'une vidéo, le léger coup de basse, mais surtout le silence. Au début, je l'ai laissé s'éteindre. Il avait 20 ans. Il avait beaucoup à gérer. Le deuil vient par vagues et peut-être que c'était juste la nuit. Mais quelque chose dans sa retraite était différent. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de l'évitement. On aurait dit qu'il cachait quelque chose ou qu'il se cachait de quelque chose. Un soir, je suis passée devant sa porte en allant me coucher. La lumière était à peine allumée, juste une douce lueur qui filtrait sous la porte. Je me suis arrêtée pas longtemps, juste une seconde de trop. Et puis je l'ai entendu. Pas des voix, pas de la musique, mais un rythme rapide, répétitif. Je me suis figée. Il n'y avait aucun doute. Je ne voulais pas déranger. Je ne voulais pas déranger. Mais j'ai frappé avant de pouvoir m'en empêcher. Juste un petit coup sec, de l'air plus que tout, au milieu d'une bagarre, panique générale, puis le claquement caractéristique du couvercle d'un ordinateur portable qui se referme. Je me suis arrêtée puis sa voix. Ouais. J'ai avalé avec difficulté, la bouche sèche, le cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Salut. Je vérifiais juste si tu voulais quelque chose avant d'aller au lit. Un battement. Non, je vais bien. Sa voix était posée, mais je l'ai entendue. Cette pointe de gêne d'avoir été surpris. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste hoché la tête pour moi-même comme s'il me voyait et je suis partie. Mais cette image, lui la seule en train de faire ça, est restée gravée en moi. Elle aurait dû s'effacer. Cela aurait dû me gêner ou susciter une inquiétude maternelle. Mais au contraire, cela m'a perturbée. Pas à cause de ce qu'il faisait. C'était normal, attendu. Il a 20 ans, un garçon avec des hormones et une porte fermée. Mais ce n'était pas le contenu qui me dérangeait, c'était la façon dont il m'a regardé après. Au petit déjeuner le lendemain matin, il ne m'a pas évité. Il m'a regardé droit dans les yeux juste une seconde, ni par peur, ni par culpabilité, mais, ou peut-être que je le voulais parce que je ressentais la même chose. Ce silence, ce courant, ce poids dans le silence entre nous. Ce n'était plus seulement le chagrin ou la solitude qui s'insinuait entre Luc et moi. C'était autre chose, quelque chose de dangereux, quelque chose de réel. J'aimerais pouvoir dire que cette matinée s'est déroulée comme toutes les autres, que j'ai repoussé cette porte et que j'ai continué ma journée. Mais la vérité, c'est que quelque chose avait déjà changé en moi. Et une fois ce changement amorcé, il est difficile d'enrayer le glissement. J'étais assise en face de Luc au petit déjeuner, lui avec ses céréales, moi avec mon café et je n'arrêtais pas d'y penser. Pas à l'acte, mais au regard. Ce contact visuel constant et fugace, cette tension silencieuse et muette. On ne m'avait pas touché depuis des mois, on ne m'avait pas tenu, on ne m'avait même pas effleuré par accident. Suède était toujours occupée, toujours fatiguée,
toujours ailleurs, mentalement ou physiquement. J'avais l'habitude de le supplier pour qu'il m'accorde son attention par de petites attentions, en portant un nouveau chemisier, en préparant son plat préféré, en lui tendant la main au lit. Finalement, j'ai arrêté d'essayer car rien n'est plus solitaire que de tendre la main à quelqu'un qui ne bronche même pas. Et pourtant, Luc bronchait. Il remarquait mon existence dans de subtils changements de respiration et de langage. Je n'en voulais pas au début. Mais quand on meurt de faim, même un regard peut être un festin. Cette semaine-là, je me suis surprise à m'attarder un peu plus longtemps que nécessaire, passant devant sa porte alors que je savais qu'il était réveillé. Entamant une conversation banale, je savais que je n'irais nulle part, juste pour entendre sa voix. Et le soir, je commençais à porter des robes plus fines, des tissus plus doux. Je me disais que c'était l'été, trop chaud pour quelque chose de plus lourd. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que je voulais être vue par quelqu'un, même si c'était lui. J'allais à la cuisine, sachant qu'il pouvait entendre mes pas. Je me penchais pour prendre quelque chose dans un placard bas, pleinement consciente de l'angle. Je savais que la curiosité s'insinuait lentement. Et s'il regardait à nouveau, et s'il en avait envie, je me disais que j'étais juste gentille, que je gardais un œil sur lui, que je l'aidais à s'adapter, que je m'assurais qu'il ne soit pas seul, mais mes pensées me trahissaient. Elles n'étaient pas maternelles. La nuit, je restais allongée dans mon lit, fixant le plafond. On détournait le regard de Suède, déjà endormi ou faisant semblant, et je pensais à la lumière sous la porte, à la tension dans sa voix quand je frappais, à la façon dont ses yeux clignaient quand il me voyait le matin. Je me détestais pour ça, mais ce n'était pas le cas non plus. Je pensais avoir dépassé ça, que le mariage arrangerait tout, m'ancrerait dans un lieu sûr. Mais j'étais toujours cette fille à bien des égards, toujours à la poursuite de quelque chose que je ne pouvais retenir. Et Luc, il n'avait rien demandé de tout ça. Il n'avait rien fait, mais il faisait comme si j'existais. Et c'était tout ce qu'il fallait pour entretenir ses pensées. Je me répétais sans cesse que j'étais juste gentille. Mais tard le soir, quand je repensais à ce moment, le coup frappé, la pause, le regard, je savais que c'était autre chose. Tout a commencé par des choses insignifiantes. Ses regards se sont allongés. Il a arrêté de détourner le regard si vite. Au début, c'était passager quand j'entrais dans la pièce ou quand je lui tendais une assiette, mais ensuite, c'est devenu autre chose. Un matin, je l'ai surpris à me regarder pendant que je me servais mon café. Pas par hasard, pas par accident, comme s'il mémorisait ma façon de bouger. Et je ne l'ai pas arrêté. Je ne pouvais pas. Cette attention si douce, si discrète, plus forte que tout ce que j'avais reçu depuis des années, je me disais que je l'imaginais. Mais ensuite, les caresses sont arrivées. Il m'a frôlé dans le couloir, légèrement, intentionnellement. Sa main a effleuré ma taille une fois alors que nous prenions tous les deux le même plat. Le silence a duré une seconde de trop. Aucun de nous n'en a parlé, mais ce n'était pas nécessaire. Le silence entre nous était devenu pesant. Un soir, Suède était reparti pour une autre conférence. Luc et moi étions seuls à la maison. C'était assez inoffensif. Une couverture sur le canapé, des bols de pop-corn, une comédie que nous avions tous les deux regardée à moitié et quelque part au milieu, Luc s'est rapproché. Il a posé sa tête sur mes genoux comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si cela avait toujours été ainsi. Mon cœur a failli s'arrêter. Mon Dieu, mais j'ai baissé les yeux et j'ai vu comment ses yeux se fermaient, comment sa respiration ralentissait et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis restée allongée là, me laissant tracer la ligne entre ce qui était innocent et ce qui ne l'était pas. Et quand j'ai réalisé où était ma main, à quel point elle s'était attardée, je l'ai retirée brusquement. La honte m'a envahi comme un feu. Mais quand il s'est redressé et m'a regardé, il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, ni peur, ni colère, juste cette même compréhension silencieuse. Ce même « je te vois » que j'avais déjà ressenti de lui. Je me suis dit que ça ne pouvait plus se reproduire, que je devais mettre de la distance entre nous. Mais la maison était si silencieuse et j'étais si fatiguée de faire semblant de ne pas mourir de faim. Le lendemain matin, je suis entrée dans la cuisine après la veille. Luc était déjà là, torse nu, appuyé contre le comptoir, servant des céréales comme n'importe quel autre jour. Il ne se couvrit pas, ne broncha pas.
Son regard croisa le mien et pendant une seconde, aucun de nous ne bougea. Il me dit bonjour comme s'il n'était pas à moitié nu, comme si mon cœur ne battait pas fort, comme si ma main ne l'avait pas posé la veille. Il se détourna mais je fixai son regard sur mon dos et il ne s'arrêta pas. La tension entre nous devint insupportable après cela. Chaque interaction était chargée. Quand nous nous croisions dans le couloir, quand nous nous asseyions à la même table, même sans nous parler, quelque chose de trop serré persistait entre nous. Je le surprenais à m'observer du coin de l'œil et parfois je l'observais aussi. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas ludique, c'était brutal comme en équilibre instable. J'aurais dû y mettre un terme. J'aurais dû claquer une porte, crier n'importe quoi, mais je ne l'ai pas fait parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais plus invisible et ce genre de choses est addictif. Puis un soir, il y a eu une panne de courant. Toute la maison est tombée dans le noir. Plus aucun bourdonnement du réfrigérateur, plus aucune lueur des lumières du couloir, juste des ombres et le silence. J'ai allumé une bougie. Je suis entrée dans le salon, pieds nus, retenant mon souffle. Luc était déjà là, assis sur le canapé, à attendre. Il n'a pas dit un mot et ce qui s'est passé dans cette obscurité a tout changé. L'orage dehors s'était levé doucement. De celui qui ne rugit pas mais qui remplit l'air d'un léger grondement au loin, un éclair vacilla à la fenêtre de la cuisine, puis l'obscurité. Le courant s'éteignit brusquement, le bourdonnement des appareils s'arrêta, la maison s'exhala et je me tenais là, pieds nus, une bougie à la main, respirant à peine. Je traversais le couloir comme si je flottais, mais pour lui, je le trouvais dans le salon. Luc était agenouillé près de la table basse, allumant une bougie avec une allumette tirée du tiroir. Son visage brillait dans une douce lueur. Il paraissait plus âgé dans l'ombre ou peut-être plus réel. Il se retourna, me vit et pendant une longue seconde, nous nous sommes simplement regardés. Plus de mots, plus de masques. Je me suis rapprochée. Je n'ai pas bougé. Il m'a juste regardé. La lueur de la bougie dansait dans ses yeux. Je me suis assise en face de lui, pas trop près, pas assez juste, et puis il l'a dit, je déteste cette maison quand elle est silencieuse. Sa voix était basse, prudente. J'ai hoché la tête moi aussi. Il a allumé une autre bougie, puis une autre. 3 petites flammes brillaient entre nous. Il a relevé les yeux. Ce n'est pas juste le silence. C'est comme ça, même quand ce n'est pas le silence. J'ai inhalé. Je sais. On était assis là. Cette vérité se vidait. La pluie s'est mise à taper contre les vitres doucement mais sûrement. Il s'est adossé au canapé allongé devant lui. Je pense beaucoup à elle, dit-il. Ma mère. Je l'ai regardée et quelque chose. Elle t'aimait, chuchotai-je. Il a hoché la tête. Oui, mais elle n'était pas heureuse. Pas vraiment. Ses yeux ont croisé les miens. Toi non plus. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti parce qu'il avait raison et d'une certaine manière, ça m'a fait plus mal de l'entendre de lui que de n'importe qui d'autre. Il a baissé les yeux. Tu as déjà eu l'impression d'être regardé à travers toi? J'ai fermé les yeux une seconde. J'aime ça tous les jours. Et puis c'est arrivé. Il a tendu la main par-dessus l'espace qui nous séparait, sa main posée. Doucement, je ne me suis pas écartée. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Nous avons tous les deux fixé ce petit point de contact, son pouce effleurant lentement ma peau. J'ai levé les yeux, moi aussi. Et il y avait quelque chose là, du chagrin, de la faim, du besoin. Nos visages étaient même proches, plus proches qu'ils n'auraient dû l'être. Et quand ce n'était pas rapide, ce n'était pas précipité, c'était lent, incertain, c'était une question qu'aucun de nous ne savait comment poser à voix haute. Dans son hésitation, il chuchotait, « Je ne veux plus être seul. » Et je ne l'ai pas arrêté. Si vous vous êtes déjà retrouvé à la frontière du bien et du mal, vous comprendrez ce qui est arrivé après. Abonnez-vous à Heartfelt tel déplié. Il y a plus de couvertures urbaines. Le lendemain matin fut calme, mais pas le genre de silence qui apaise. Il était lourd, pesant comme l'air lui-même. Je ne savais pas quoi faire de nous. Je n'entendis pas Luc dans la cuisine. Je n'entendis pas le grincement habituel de sa porte qui s'ouvrait. Pas de bruit de douche, pas de pas,
juste le silence qui s'installait de toutes parts. Je restais dans ma chambre plus longtemps que d'habitude. J'essayais de m'occuper à plier du linge inutile, faire un lit déjà fait, mais je me souvenais de chaque détail, son souffle, sa voix, le poids de ce moment que nous avions créé, un moment que nous ne pourrions jamais défaire. Je sortis enfin dans le couloir, me préparant, mais sa porte était fermée, verrouillée peut-être. Je ne frappais pas, je ne pouvais pas. Ce jour-là, j'ai fait le nécessaire. J'ai préparé du café, nettoyé la vaisselle que personne n'utilisait, ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air que je ne pouvais plus respirer. Vers midi, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Suède était rentré. Il était censé être absent 2 jours de plus, mais il était là, posant sa valise près de la porte. Il marmonnait quelque chose à propos de réunions annulées et d'un retard dû à la tempête. J'étais malade, non seulement de peur d'être découverte, mais aussi du poids du mensonge que je vivais. Luc ne sortit pas de sa chambre, même lorsque Suède tenta de faire la conversation à travers la porte. Luc resta silencieux, froid, distant. Suède haussa un sourcil. « Est-ce qu'il va bien ?» J'ai haussé les épaules. J'ai parlé du stress scolaire, de la tempête, du besoin d'espace. Je ne pense pas que Suède m'ait cru, mais il n'a pas insisté. Ce soir-là, au dîner, nous étions seuls tous les deux. Luc ne descendit pas. Suède ne semblait pas trop gêné. Il leva à peine les yeux de son téléphone. Il se contenta d'engloutir de la nourriture comme si de rien n'était. Mais tout était rentré dans l'ordre. Je ne pouvais pas manger. Chaque bouchée se transformait en cendre dans ma bouche. Mon cœur battait trop fort. Je me disais d'être normal, de respirer, de cligner des yeux, d'exister. Mais je me souvenais que dans la culpabilité, ça ne se fait pas toujours par un cri. Parfois, c'est un murmure, impoulant et douloureux qui ne faiblit jamais. Les jours passèrent. Luc resta dans sa chambre. Il m'évitait. Je l'évitais. Les rares fois où nous nous croisions, son regard ne croisait pas le mien, ses épaules étaient tendues, la mâchoire serrée et l'espace qui autrefois bourdonnait d'une possibilité silencieuse. Il me manquait et je me détestais pour ça aussi. Un soir, tard, peut-être après minuit, je repassais devant sa porte. Je n'entendis pas le léger grésillement d'un écran, pas un mouvement, mais des pleurs faibles, étouffés. Je me figeai. Ma main resta suspendue au-dessus de la poignée de la porte, mais je n'arrivais pas à la tourner. Au lieu de cela, je murmurai, à peine assez fort pour traverser le bois, « Je suis désolé. » Je ne sais pas s'il m'a entendu. J'espérais peut-être qu'il ne m'ait pas entendu. Mais alors, juste au moment où je me retournais pour partir, sa porte s'ouvrit brusquement. Ses yeux étaient rouges, striés de larmes, pleins de colère. Il me regarda comme si je lui avais arraché quelque chose et il prononça une seule phrase avant de claquer sa porte. « Tu as dit que je n'étais pas seule. » Je n'ai pas pu dormir après cette nuit-là. Après que les mots de Luc aient claqué à la porte, il me l'a fermé au nez. « Tu as dit que je n'étais pas seule. » Et c'est peut-être ce qui m'a le plus blessée parce que je le pensais à ma façon. Je le pensais vraiment. Mais ce que je lui apportais n'était pas du réconfort. Ce n'était pas de la stabilité. Ce n'était pas de l'amour, pas celui qui guérit. C'était quelque chose de brisé, d'enfoui dans la confusion. Et maintenant, le silence entre nous semblait permanent. Je n'arrêtais pas de traverser la maison comme un fantôme, nettoyant des plans de travail déjà propres, pliant des vêtements qui n'étaient pas les miens. Suède ne remarquait pas la différence. Il ne la remarquait jamais. Il pensait que nous allions bien. Certaines nuits, je restais éveillée à côté de lui, me demandant si je devais simplement lui dire, lui arracher tout comme un pansement, laisser la vérité éclater et détruire ce qui restait entre nous. D'autres nuits. Je fixais le plafond et m'imaginais faire mes valises, sortir par la porte d'entrée et disparaître. Mais rien de tout cela ne se produisait. J'étais figée, trop effrayée pour parler, trop honteuse pour partir. Quel genre de femme suis-je pour désirer si ardemment l'affection que je la volerais à quelqu'un déjà brisé? Cette question me hantait. Elle résonnait en moi plus fort que n'importe quelle tempête. J'ai commencé à avoir des flashbacks. Pas de Luc, ni même de cette nuit-là, mais de moi-même, plus jeune, plus petite, cachée derrière des portes, attendant que quelqu'un, n'importe qui,
me demande comment j'allais. Je me souvenais de mon père, toujours absent, de ma mère toujours en colère. J'ai appris très tôt que l'amour était soumis à conditions et que le silence était plus sûr que l'honnêteté. Alors, je suis devenue experte en faux-semblants, en souriant malgré la douleur, en riant quand j'avais envie de crier. Et quelque part en chemin, j'ai commencé à rechercher le même amour que celui dans lequel j'avais grandi. Distant, froid, plein de trous. Luc, ce n'était pas qu'un garçon, c'était un miroir. Il reflétait tous les morceaux de moi que j'avais passé des années à essayer d'enterrer et c'est peut-être ce qui rendait la chose si dangereuse. Était-ce de l'amour? Je ne sais pas. Peut-être n'était-ce que deux blessures appuyées l'une contre l'autre, espérant que le poids trouverait du réconfort. Un après-midi, alors que Suède était de sortie, je me suis assise avec un stylo et du papier, sans distraction, sans excuse. J'ai écrit une lettre.